C'est Frédéric Pichon, bonjour. Vous êtes diplômé d'arabe, docteur en histoire contemporaine, chercheur associé à l'Université de Tours. Vous enseignez la géopolitique en classe préparatoire ECS. Vous êtes également consultant sur le Moyen-Orient et en tant que tel, on peut vous entendre à la fois sur RFI et sur France Culture, deux des partenaires du Festival de géopolitique. Et vous êtes également membre fondateur de la revue Conflit, qui, depuis sa création, est un des partenaires très actifs de ce Festival de géopolitique. Et par ailleurs, on peut vous lire également, et assez fréquemment, et sur Le Figaro et dans l'Express. Vous avez fait paraître plusieurs livres, plusieurs ouvrages, mais je vais évoquer simplement un ouvrage paru en 2014, un ouvrage qui a été un véritable coup de poing à sa sortie, ou pavé dans la mare, au choix, qui s'appelle « Syrie, pourquoi l'Occident s'est trompé ?» Et cet ouvrage allait un peu à contre-courant de tout ce qui se disait à cette époque. Et cet ouvrage a fait de vous un des spécialistes de la tragédie syrienne. Et puis vous avez une actualité beaucoup plus récente, puisque viennent de paraître il y a quelques jours votre nouvel ouvrage qui s'appelle « Syrie, une guerre pour rien ». Ouvrage que vous allez dédicacer juste après la conférence à l'espace librairie, donc à partir de 15h15, je pense. Voilà. Je vais rapidement vous céder la parole pour nous présenter, dans le cadre donc, du thème traité en géopolitique cette année, c'est-à-dire le thème des villes, pour nous présenter la tragédie syrienne et nous présenter surtout la ville syrienne, théâtre de guerre et de plus en plus peut-être principal théâtre de guerre de ce conflit qui s'éternise. Je vous cède la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Voilà, donc un sujet assez vaste dont, si je puis me permettre juste de compléter la présentation que vous avez faite, toutes les photographies, y compris la première que je vous montre là, que je passerai dans le diaporama. Je ne veux pas faire uniquement un diaporama de photos de mes voyages, mais sont des photographies personnelles, puisque j'ai eu la chance et la possibilité depuis le début du conflit, et singulièrement depuis 3 ans, de me rendre 9 fois en Syrie. Ça, c'est une photo de la ville de Homs, enfin du centre-ville de Homs, prise en février l'an dernier. Et voilà. Et donc évidemment, mon handicap pour traiter un tel sujet, c'est que je ne suis pas un géographe de formation. Je suis plutôt historien et plutôt sciences politiques. Bon, malgré tout, la géographie fait aussi partie de des matières que j'enseigne. Je m'appuierai donc, vous le verrez, sur un certain nombre de cartes qui sont faites par, pour moi, le meilleur expert sur la Syrie français actuel, qui est Fabrice Balanche, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est un géographe, qui était encore maître de conférence à Lyon 2, qui est actuellement au Washington Institute. Et d'une certaine manière, les travaux de Fabrice, je les ai un petit peu expérimentés sur le terrain. J'ai vu ces dynamiques et ça m'a beaucoup aidé pour à la fois faire cet exposé et aussi ma réflexion sur la guerre en Syrie. En quelque sorte, il y a pas mal de ces hypothèses de travail qu'on a pu valider, et notamment, vous le disiez, lorsque j'avais commis cet ouvrage en 2014 sur les erreurs d'appréciation de l'Occident, ou en général, si vous voulez, sur le conflit syrien, et notamment sa dimension spatiale, sociologique, économique, qui datait d'avant le conflit et qui explique un certain nombre de dynamiques du conflit, pas exclusivement. Voilà. Donc, si vous voulez, je vais revenir à la première image qui va me servir de support. Dans cet exposé, j'ai un prisme qui est peut-être pas
essentiel, qui n'explique pas tout, qui n'épuise pas le conflit syrien. Mais le prisme, c'est de montrer que la présentation qui a été faite du soulèvement syrien est souvent une présentation un peu téléologique, avec des mots abstraits comme le peuple syrien, la révolution. Et ce qui m'intéresse plus, ce qui m'a intéressé, et c'est vrai, je le dois en grande partie aux travaux de Balanche, ce sont davantage les discontinuités spatiales, la superposition également des logiques communautaires, sociales, dans le conflit, dont les villes sont le reflet. Sans doute l'espace urbain est le lieu par excellence de ces disparités, de ces aspérités, et explique en grande partie pourquoi les villes aussi, bon ça c'est une tendance mondiale, mais qui est due aussi à l'urbanisation, mais les villes, et particulièrement en Syrie, ont été l'objet très tôt de la part de chacun des belligérants d'enjeux politiques très forts et évidemment d'une violence extrême. Donc dans un premier temps, ce que je vais essayer de voir avec vous, en me basant principalement sur des cartes, c'est l'idée que les évolutions urbaines de la Syrie, qui ont été le reflet des évolutions sociales de la Syrie bassiste depuis les années 2000, ont préparé en quelque sorte ce conflit. On le voit très bien dans les villes. Et dans un deuxième temps, je traiterai la ville comme enjeu politique et donc comme enjeu guerrier, à travers là des choses un peu plus classiques et pour lesquelles d'ailleurs je mettrai quelques images et photos assez représentatives, me semble-t-il, de ce que j'ai pu voir sur place. Alors je commence par cette idée des évolutions urbaines. D'abord avec cette idée, le premier point, c'est que l'espace syrien est depuis les années 2000, était en voie de métropolisation. Vous savez, cette tendance à la métropolisation, qui est une tendance mondiale du reste, qui correspond d'ailleurs à une politique voulue par le jeune président Bachar el-Assad, d'insertion dans la mondialisation. Voilà, donc la métropolisation, telle qu'on a pu l'observer avant le conflit. Moi, ça fait 15 ans que je me rends en Syrie, et donc on la voit très bien, au début des années 2000, on voit très bien, de manière assez spectaculaire, notamment dans l'espace urbain, cette métropolisation qui était à l'œuvre. Rappelons d'abord, avant d'en venir aux années 2000, rappelons un premier point qui est que le fait urbain au Moyen-Orient est en quelque sorte constitutif de la vie des sociétés. Hein, ça explique que la région, le Moyen-Orient, hein, et pas seulement la Syrie, a été une des toutes premières au monde à avoir vu se développer les villes. Pour des tas de raisons, pour des raisons de discontinuité de l'espace. Hein, on a de très forts clivages, évidemment, entre l'espace soit steppique, soit désertique, et l'oasis, si vous voulez. Également, du fait de la position de carrefour de la région, hein, d'où une spécialisation commerciale précoce. Donc le fait urbain, c'est constitutif déjà du Moyen-Orient. Comme le rappelle Georges Corm, un historien libanais, hein, la vie des sociétés du Proche-Orient s'est historiquement cristallisée autour de grandes villes qui ont toutes eu leur heure de gloire. Ainsi, en Syrie, Alep et Damas, bien entendu. En Irak, Bagdad et Mossoul. Et vous voyez que ces 4 villes qui ont été citées sont toujours des enjeux stratégiques, évidemment, quand la région bascule dans le conflit. Deuxième idée, c'est qu'à partir des années 2000, cette tendance à la métropolisation, elle a été favorisée, elle a été accentuée par le pouvoir central. Donc, comme je vous le disais dans l'introduction, si vous voulez, moi, je suis un petit peu mal à l'aise avec cette vision téléologique, hein, qui aurait rendu inéluctable la révolution syrienne comme produit historique de l'évolution des sociétés arabes. Parce qu'elle bute sur plusieurs écueils. On va admettre effectivement que les bouleversements intervenus en Tunisie, en Égypte,
peuvent peut-être procéder de cette dynamique-là. Mais les aspirations révolutionnaires syriennes ne sont pas comparables à celles des classes moyennes, urbaines, occidentalisées, qu'on a pu voir à Tunis ou au Caire. Quand on regarde bien, là où a commencé la révolte, je reviendrai là-dessus, ce n'est pas du tout justement dans ces villes d'Alep ou de Damas. Ce sont justement dans des bourgs périphériques. Et c'est là que, si vous voulez, la comparaison avec les printemps arabes, à mon avis, n'est pas efficace. Alors pourquoi ça n'a pas commencé dans les villes, ou plutôt, je vais être plus précis, dans les métropoles, qui étaient Alep ou Damas? Eh bien, à partir des années 2000, la Syrie a engagé une politique vigoureuse d'insertion dans les échanges internationaux et elle en a récolté les effets spatiaux, comme d'ailleurs toutes les régions du monde la récoltent. Toutes choses égales d'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez les analyses de Christophe Guilluy sur la France périphérique, toutes choses égales d'ailleurs, bien entendu, on retrouve un petit peu ce malaise et cette transformation spatiale, ce poids des métropoles, et aussi les périphéries, les périphéries qui sont parfois des villes. Attention, c'est pas le fait urbain contre le fait rural. C'est l'idée de centre et de périphérie, qui est un grand classique en géographie. Ce sont les laissés pour compte de l'ouverture économique qui ont fourni les gros bataillons, si vous voulez, de ceux qui ont soit manifesté ou ceux qui ont pris les armes assez rapidement, ou du moins qui ont fait, parce que c'est aussi cette impression-là qu'on a en allant en Syrie, qui ont fait sécession par rapport au pouvoir central. C'est une forme de sécession, d'un refus des orientations politiques, certes, mais aussi économiques de ces gens. J'emprunte aussi ça à Christophe Guilluy. Guilluy dit, c'est une formule un petit peu à l'emporte-pièce, mais il dit ce ne sont pas les idées qui mènent le monde, c'est le quotidien. Alors, ce n'est pas toujours vrai, mais en l'occurrence, quand on est dans du fait spatial, du fait urbain, c'est le quotidien qui peut l'emporter. Je me souviens donc avoir mon premier séjour à Damas date du début des années 2000, et je me souviens qu'en 2002, à l'époque où je séjournais là-bas, il existait un distributeur automatique, donc on pouvait utiliser une carte Visa. Il y avait un distributeur dans toute la ville, donc la capitale syrienne. Moi, j'habitais à Beyrouth, donc je revenais souvent. Je me souviens être revenu 6 mois plus tard. Cette fois-ci, il y avait 25 distributeurs. Et puis, on commençait à avoir des grandes marques, Benetton, on voyait des grands hôtels qui étaient en train de s'installer. Donc, ce processus a été extrêmement rapide et donc extrêmement brutal. Il y a eu d'ailleurs, je crois, de ce point de vue-là, évidemment, d'énormes erreurs de la part des proches de cette nouvelle génération assez technocratique, qui avait été formée, comme Assad lui-même, dans des universités occidentales, etc. Je crois qu'ils n'ont pas vu venir du tout cet aspect-là. Et donc, voilà, les populations qui ont fait sécession, on va dire cela, ou qui sont révoltées, elles ont été en fait touchées. Ça a peut-être achevé de les convaincre. Il y a d'autres éléments qui jouent sûrement, l'islamisme ou le soutien international, ou peut-être aussi, pour une partie de la population des classes moyennes, c'est vrai, des grandes villes, une aspiration à plus de liberté économique ou de modernité. Mais globalement, ce sont les populations qui avaient été touchées de plein fouet par ces effets classiques de la mondialisation, c'est-à-dire creusement des inégalités, avec en plus dans un pays où l'administration a été corrompue, disons que ça a encore accentué la corruption, creusement des inégalités, et puis retrait assez spectaculaire de l'État, de la sphère publique. Le régime qui s'était beaucoup appuyé sur les coopératives agricoles dans les années 70-80 pour jouer justement les campagnes contre la ville, eh bien, se retire. Et j'ai rencontré en juillet dernier un de nos compatriotes qui est l'actuel ministre de l'économie syrien, qui est franco-syrien, Adim Mayaleh, qui me disait, alors j'ai pas osé parce que j'ai pas osé lui dire ce que je suis en train de vous dire, qui me disait mais vous savez, dans les années 2000,
C'était formidable. Le FMI nous félicitait même parce que nous avions appliqué des politiques d'ajustement structurel, nous avions privatisé, c'était génial. On était le bon élève de la classe du FMI et en plus on avait apuré notre dette. Alors j'ai pas eu envie, enfin j'ai pas eu le courage ni la franchise de lui dire, vous savez, oui, c'est peut-être ça aussi qui vous a, vous êtes tiré un peu une balle dans le pied. Mais enfin bon, voilà. Donc cette génération-là n'a pas vu. Je dis pas que c'est la seule explication, mais on ne peut pas totalement la négliger, hein, parce que spatialement, sociologiquement, elle a du sens et on en a vu les effets concrets. Voilà. Et donc, ce désengagement de l'État dans les périphéries, il a permis aux classes urbaines, évidemment, de profiter des avantages de la mondialisation, qui a fait exploser les échanges, mais qui a profité essentiellement à quelques métropoles, comme c'est relativement classique dans d'autres espaces ailleurs. À cela s'est rajouté du coup une crise dans le monde rural, des sécheresses à répétition, qui a vu apparaître aussi ce qu'on appelle un exode rural et en fait des populations urbaines qui étaient ruralisées avec beaucoup d'habitats informels. Je le montrerai pour le cas d'Alep, parce que le cas d'Alep est vraiment un cas d'école. Vous avez au niveau d'Alep eh bien, un petit peu cette, entre guillemets, attention, je mets entre guillemets, mais vous comprenez bien ce que ça veut dire, cette lutte des classes aussi qui s'est jouée dans le cas d'Alep. C'est-à-dire des secteurs, des quartiers informels, ruralisés, souvent de gens qui arrivaient de la campagne et qui ont, à l'été 2012, investi un certain nombre de quartiers à l'est d'Alep. Pendant que la grande majorité de la ville d'Alep, évidemment, les bourgeois, c'est-à-dire les habitants de la ville, les citadins, voyaient arriver cette rébellion d'un très mauvais œil, car elle mettait aussi en cause leurs privilèges et ce qu'ils étaient en somme. Ça, c'est quelque chose de très fort. Je l'entendais encore récemment en étant à Alep. La manière dont mes interlocuteurs me décrivaient, vous savez, on nous a présenté, je crois même qu'il a été reçu à l'Élysée ou à Matignon, le maire d'Alep. Vous savez, on a parlé du maire d'Alep, voilà, bon, qui s'est avéré n'était pas le maire d'Alep, mais enfin, disons, la personne que s'étaient choisi les quartiers rebelles d'Alep comme représentant. Hein, et donc, il a fait une tournée en Europe, etc. Mes interlocuteurs me disaient, mais il n'est même pas alepin. C'est-à-dire, en fait, il est de la campagne. C'est un rural, c'est un plouc en gros. Évidemment, il ne fallait pas attendre qu'il célèbre. Mais et je sentais vraiment, là pour le coup, un réflexe de classe. Il ne lui reprochait même pas d'être proche des islamistes, ou etc. C'était même pas ça. C'était une question de classe sociale. Hein. C'est pas un vrai Alépin. Le vrai Alépin, surtout à Alep, qui est une ville qui a toujours été très jalouse de son indépendance, y compris par rapport à Damas, eh bien, à Alep, on a des vieilles familles alépines, on est d'Alep depuis très longtemps, et c'est une forme d'aristocratie en quelque sorte. Bon, comme dans beaucoup de langues d'ailleurs, hein, le mot urbain, le mot qui désigne le fait d'habiter en ville, en arabe, eh bien, signifie aussi celui qui est civilisé. Hein. Et à l'inverse, celui qui vit dans les périphéries rurales, c'est le barbare ou le sauvage. Hein. Bon, il n'y a pas qu'en arabe que ça fonctionne comme ça, mais ça, on l'a très bien senti. Je reviendrai un peu sur Alep, mais voilà, donc c'est vraiment ça que je voulais poser. L'exemple là que je vous projette, c'est plutôt celui de Lataquié, parce qu'il faut intégrer une autre dimension. Donc il faut changer d'échelle et se mettre à l'échelle des villes. Bon, là j'ai parlé des métropoles, des grandes villes. À l'intérieur même des villes, prenez la ville de Lataquié, eh bien, vous aviez aussi des disparités sociales et communautaires qui se recoupaient. Qu'est-ce qui s'est passé à Lataquié ? La révolte, elle est partie du quartier le plus pauvre, hein, Ramel Falestini. Je ne sais pas si vous voyez ma souris. Non, vous ne voyez pas ma souris sur la carte. Alors, c'est le quartier qui est au sud-est de la carte. Vous voyez, donc en vert, un quartier qui était un ancien quartier fondé à l'origine pour les réfugiés palestiniens de 1948, mais qui, depuis, avait été occupé par des Syriens pauvres. Voilà. Donc, si vous voulez, si on regarde la carte, on se dit, ah ben, c'est simple, ce sont les quartiers sunnites qui se sont soulevés contre les quartiers alaouites pour mettre fin
à la domination du clan alawite sur l'État syrien. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que si effectivement, et ça c'est général en Syrie, la révolte est toujours venue des zones sunnites, et en particulier dans les villes, ça ne veut pas dire que toutes les zones sunnites ont adhéré à la révolte. Et notamment à Latakia, Ramel Falestini se soulève, commence à s'armer, mais les quartiers centraux, alors il y a un quartier chrétien que vous avez en bleu au milieu, et puis les autres quartiers centraux de la bourgeoisie sunnite commerçante, eux n'ont pas participé aux manifestations et n'ont pas du tout participé à la révolte, et tiennent encore. Donc si vous voulez, on a deux logiques, une logique spatiale et une logique communautaire. Une logique sociale, une logique communautaire et une logique sociale, c'est-à-dire toujours cette opposition entre les urbains et soit les néo-urbains, soit les rifins, c'est-à-dire les habitants de la campagne ou en tout cas des villes, des petits bourgs ruraux. Voilà. Donc les manifestants à Latakia, les premières semaines du conflit, sont pas parvenus à s'emparer des places centrales de la ville, car les classes moyennes et supérieures ne se sont pas solidarisées avec eux. Voilà, donc un net clivage social matérialisé dans l'espace, qui est difficile à représenter évidemment, mais on retrouve exactement la même chose dans l'agglomération de Damas, qui n'a pas beaucoup bougé. Alors certes, évidemment, c'est la capitale, donc on peut penser que l'encadrement sécuritaire est bien plus grand à Damas, qui a évité les manifestations, mais les logiques socio-spatiales sont également très pertinentes. La Routa, donc, qui est toujours une zone rebelle qui jouxte Damas, eh bien, était une zone où on retrouvait cet habitat informel, beaucoup de gens qui avaient quitté les campagnes récemment, et on avait un habitat informel qui se développait de manière anarchique d'ailleurs sur ce qu'était autrefois la Routa, c'est-à-dire en fait des vergers et des zones maraîchères qui petit à petit étaient grignotées par ce qu'on pourrait appeler des bidonvilles. Voilà, alors j'ai déjà parlé d'Alep avant, mais je vais revenir un petit peu dessus. Là, vous avez une carte dans le cas d'Alep où on retrouve bien ces logiques-là. En mauve, vous avez les quartiers considérés comme illégaux avant le conflit. C'est-à-dire ces quartiers informels qui avaient été petit à petit occupés par des gens qui fuyaient les campagnes à cause des sécheresses, à cause des orientations nouvelles du bassisme. Et voilà, donc globalement, des quartiers qui, pour la majorité, se trouvaient à l'est d'Alep. La carte suivante vous montre... Alors, j'aurais pu l'agrandir. Je ne sais pas si c'est encore possible. Non, je fais des bêtises. Alors, la carte suivante vous montre les lignes de front. Les lignes de front avec... vous voyez très bien, donc vous voyez ces espèces de lignes qui montrent une forme d'interface, ligne de front. Alors, la première ligne de front plus générale, elle est entre les campagnes et la ville. Regardez au nord, à l'ouest, et au sud également. Et puis, la ligne de front, elle passe à l'intérieur de la ville. La citadelle d'Alep en étant le point le plus avancé. Et c'est la raison pour laquelle le vieil Alep et les souks notamment ont été le théâtre d'une guerre urbaine très violente. Et on estime, moi je les ai vus ces souks, que 60% de ces vieux souks, c'était quand même le plus vieux souk conservé en l'état de tout le Moyen-Orient, 12 km de ruelles. Il est à 60% par terre. Bon. Est-ce qu'il sera reconstruit? J'en sais rien. La citadelle est en assez bon état, mais un certain nombre de mosquées, dont la mosquée Omeyyade, qui a été investie par la rébellion. Le minaret magnifique qui datait de l'époque mamelouk servait de poste de sniping, que l'armée syrienne, évidemment, n'a pas hésité à bombarder, et très, très abîmé. Mais là aussi, moi j'ai accompagné une délégation de l'UNESCO en janvier, justement.
ils ont l'air plutôt optimistes sur les possibilités de reconstruction de la mosquée des Omeyyades notamment, et même des vieux souks, car ce sont des zones qui avaient été numérisées, enfin très étudiées, et on sait, bon, il faudra juste de l'argent. Voilà. Mais vous voyez comment ces lignes de front montrent bien pourquoi il y a une partie d'Alep qui n'a pas accepté, ou qui a accepté en tout cas le joug du régime syrien, et qui n'a pas pu faire la jonction avec ces catégories sociales qu'elle considérait, à tort ou à raison, comme inamicales ou trop éloignées de leur univers social et culturel. Alors la photo que je vais vous mettre à côté, ça c'est bon, c'est des photos personnelles, illustre bien ça. Ce sont des photos d'Alep actuellement, donc là, début janvier quand j'y étais. La première, celle de gauche, a été prise évidemment à Alep Ouest. Je ne sais pas si vous voyez bien parce qu'elle n'est pas très grande, mais vous voyez que le bâti est parfaitement intact. Vous avez la rivière qui traverse Alep, le pont. Vous avez des gens qui sont allés faire leurs courses. Bon, j'avais prévu aussi des vidéos, mais bon, globalement, vous avez... là, les combats étaient terminés, mais à l'époque où les combats faisaient rage, la vie était à peu près normale, de cette manière-là. Voilà. Donc là, vous avez les urbains, les citadins alépins, et de l'autre côté, une photo qui a été prise dans Alep Est, où j'ai pu me rendre. Voilà, donc des gens qui ont fui, qui sont partis. C'est pas les photos les plus spectaculaires. Vous voyez au premier plan un gros trou dans l'asphalte. Ça, c'est typiquement, c'est pas un obus de mortier qui fait ça. Ça, c'est un bombardement aérien. Donc une partition en quelque sorte de la ville. Pour des raisons qui sont aussi des raisons sociales. Et ça me permet de faire une excellente transition vers la deuxième partie que je vais développer très vite, alors du coup, en 10 minutes. Évidemment, la question de la ville comme théâtre de guerre, la ville syrienne comme théâtre de guerre. Alors d'abord, la première idée que je voudrais développer, c'est que on doit évoquer la stratégie du régime syrien. Que reste-t-il de la Syrie gouvernementale ? Eh bien, il reste ça. Attendez, j'ai des meilleures statistiques. Voilà. Alors, ça, ce sont des statistiques de l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Bon, qu'on peut... qui correspond à des recoupements qu'ont fait un certain nombre de géographes. Là, je valide ça, et il semblerait que ce soit tout à fait... Alors, on va juste retirer, parce que ça, c'est pas du tout pertinent, la dernière statistique en noir, c'est-à-dire le territoire tenu par l'État islamique. 42% de la Syrie est effectivement, en tout cas, n'est pas aux mains du gouvernement syrien, et serait aux mains de l'État islamique. Maintenant, quand vous regardez à quoi correspondent ces 42%, eh bien, c'est la zone de l'Est syrien, la Badia, la steppe, le désert, où il n'y a pas de ville, justement. Bon. Alors, au contraire, vous voyez très bien cet axe méridional que l'on peut étendre maintenant, c'est une carte assez récente, qui va d'Alep à la frontière jordanienne, en englobant évidemment le littoral, Latakia, Tartous, qui est le fief des Alaouites. Et c'est cette continuité territoriale, c'est-à-dire le contrôle des métropoles, qui a été en quelque sorte la stratégie mise en place dès le début par le régime syrien. Donc cette stratégie que d'aucuns ont appelée la stratégie de la Syrie utile. La Syrie utile qui serait celle des métropoles. Bon, on va voir que la Syrie inutile n'est pas si inutile que ça, mais je vous montrerai une autre carte. Donc vous voyez cet axe, en quelque sorte, il a consisté à contrôler les grandes villes pour des raisons, et donc les axes qui y mènent, pour des raisons d'abord démographiques. Effectivement, je reprends les statistiques présentes ici. Eh bien, ça nous amène à, évidemment, 70% de la population syrienne qui est restée en Syrie. Attention, sachant qu'il y en a 7 à 8 millions qui ont quitté la Syrie. Enfin, pardon.
7 à 8 millions oui, qui ont quitté la Syrie, qui sont soit dans les pays voisins, soit en Europe. 70% donc de la population syrienne qui est encore incluse. Si vous regardez en jaune, donc ça c'est les Kurdes. Les rebelles non État islamique, on va dire, 10%. Je reviendrai là-dessus d'ailleurs. Leur gros problème, c'est qu'ils ne tiennent pas de ville, à part Idlib, et leur avenir politique en zone rurale est quasiment nul. D'ailleurs, on voit qu'il y a une féroce bataille pour les ressources entre factions djihadistes ou pas, qui fait d'ailleurs les délices du régime qui attend en quelque sorte qu'ils fassent le boulot eux-mêmes en s'étripant avant d'aller à la curée. Sachant que pendant ce temps-là, les Américains et les Russes aident les rebelles à s'auto-massacrer en faisant des frappes ciblées sur le commandement d'Al-Qaïda. Et l'État islamique, c'est 6% de la population syrienne. Bon, ça correspond à peu près 2 millions. Et encore, je pense que c'est un peu... Non, qu'est-ce que je raconte 1,5 million de personnes qui vivraient dans des territoires, en tout cas, contrôlés par l'État islamique. Alors, cette stratégie de la Syrie utile, vous la voyez aussi sur une très belle carte aussi qui est là, évidemment, entre les villes, il y a des routes. Et si vous ne tenez pas les routes, vous ne tenez pas les villes. Et si vous voulez renforcer votre emprise sur cette Syrie utile, il faut évidemment contrôler les axes. Voilà. Donc en rouge, vous avez les axes qui sont parfaitement sécurisés, parfaitement contrôlés par l'armée syrienne et les milices supplétives. Vous voyez qu'il y a un problème qui est quand même la liaison Damas-Alep, qui oblige à présent à partir vers l'est, vers Raqqa. Et puis, évidemment, il faut s'arrêter, parce qu'à un moment donné, c'est l'État islamique qui tient cet axe, et bifurquer au nord pour arriver sur Alep. Voilà, actuellement, le temps de parcours Damas-Alep, c'est 9 heures pour 350 km à vol d'oiseau, contre 3 heures autrefois. Mais c'est normal à cause de ce détour dans la steppe, en fait. Vous voyez très bien ce carrefour, un moment où la route bifurque et repart vers le nord. Alors, ce qui est très étonnant, c'est que les camions, il y a des camions de marchandises qui s'arrêtent à ce carrefour, qui sont fouillés par l'armée syrienne, et qui continuent leur chemin vers Raqqa ensuite, où là, ils vont payer des taxes à l'État islamique. Et inversement, vous avez des camions qui arrivent dans l'autre sens. Donc ces zones, elles interagissent entre elles aussi. Ce n'est pas de la complicité, c'est de la nécessité. L'est de la Syrie, les villes comme Raqqa ou Deir ez-Zor ne peuvent pas vivre sans l'ouest, et réciproquement. On va voir la question de la Syrie utile, justement. Alors la Syrie inutile... elle est là, c'est les champs gaziers, les champs essentiellement gaziers, oui. C'est les céréales également, et puis c'est l'eau et l'électricité. Vous avez des centrales électriques sur l'Euphrate qui alimentent en électricité Damas ou la Syrie utile. Voilà, il faut bien que ces lignes électriques, elles restent en bon état. Donc politiquement, c'est ce que je vous disais, la rébellion qui se trouve donc dans la province d'Idlib n'a aucun avenir politique dans la mesure où elle ne tient pas suffisamment de villes, de métropoles. Voilà. Alors, maintenant, dernier point, et je vais être bon. La ville, évidemment, est l'ultime champ de bataille. Alors là, je reprends le titre d'un ouvrage qui est paru récemment. Je ne me souviens plus, ce sont 2 auteurs. C'est des militaires spécialistes du combat urbain. Et donc, l'ultime champ de bataille. Et d'ailleurs, ils observent, et beaucoup de gens observent, que la ville, ça n'a rien d'original, est devenue le théâtre principal des guerres au XXIe siècle. Ça n'est pas nouveau, mais disons que c'est maintenant le théâtre principal. Alors, il y a 2 stratégies. Je vais essayer de vous décrire de manière très, très... elles sont résumées là, dans cette double photo. Il y a 2 stratégies qui sont mises en place par les belligérants. Alors, d'abord, côté régime, le pilonnage
le pilonnage massif qu'on a vu à Alep, hein, mais en général à Homs également, c'était la photo d'illustration, est un pilonnage d'abord qui est permis par l'asymétrie des forces en présence. L'armée syrienne, les Russes, évidemment, disposent d'une aviation, ce qui n'est pas le cas de la rébellion. Et en milieu urbain, l'objectif est évidemment, je vais peut-être vous choquer en disant que ce n'est pas principalement de tuer, bien évidemment, même si on ne peut pas écarter cette hypothèse absolument. Mais l'idée, c'est de faire fuir les civils, c'est-à-dire de pourrir la vie des civils, de leur rendre la vie impossible pour les détacher de la rébellion. C'est le principe des guerres hybrides actuelles, c'est que et surtout en milieu urbain, entre nous, c'est exactement ce qui est en train de se passer à Mossoul en ce moment, et ça va être très compliqué, surtout les dernières phases, dans la mesure où, évidemment, les groupes rebelles ont intérêt à être au plus proche des populations. C'est pour ça qu'ils empêchent les civils de fuir, comme à Alep, ça avait été le cas, et pour qu'il y ait le maximum de dégâts collatéraux. Voilà, le message, si je puis dire, c'est de dire vous devez choisir votre camp. Et ça a plutôt fonctionné, c'est terrible de le dire comme ça, mais il faut savoir que il y a dans les zones gouvernementales, parmi les populations donc les 70% de la population syrienne, il y a des déplacés de l'intérieur et souvent moi j'ai vu ces camps à Latakié, à Souaïda même au sud, ce sont des gens qui viennent des zones rebelles, souvent des femmes et des enfants, dont tout le monde sait bien que les frères ou les cousins ou les conjoints combattent aux côtés de la rébellion, mais qui préfèrent se réfugier dans les zones gouvernementales parce que la stratégie du régime, c'est de dire si vous n'êtes pas chez nous, vous n'avez pas de vie possible. Vous ne pouvez pas vivre, c'est pas que vous allez mourir, mais votre vie est, on va vous rendre la vie impossible à travers les bombardements, etc. Donc c'est une guerre d'usure dont témoigne, alors ça c'était lorsque j'étais, vous voyez, il y a la date, en plus le 19 janvier 2017, c'est pas moi qui ai reçu ce SMS, c'est mon fixeur, Mohamed, qui me montre ça. Alors je ne sais pas s'il y a des arabisants dans la salle, je vais vous traduire rapidement. Ce message, il est signé d'abord, on voit Jesh Arabi Souri en bas, donc vous avez trois lettres, c'est l'armée syrienne qui envoie des SMS à toute la population syrienne. Lui, évidemment, mon fixeur n'est pas un rebelle, mais ce SMS, il est envoyé aux rebelles. C'est la première fois, Aya al-Musahlahin, ô vous les rebelles, nous savons où vous êtes, nous savons comment vous vous déplacez, et profitez. Bon, à ce moment-là, le régime avait annoncé une trêve et une amnistie. Donc, dans les 3 jours, si vous arriviez, vous rendiez vos âmes, etc., on oubliait tout, soi-disant. Donc nous savons où vous êtes, nous savons où vous vous déplacez, et profitez de la chance qui vous est offerte, signé l'armée arabe syrienne. Voilà. Bon, vous imaginez psychologiquement quand vous recevez ces SMS, bon, vous me direz c'est pas nouveau, on tractait bien au-dessus des villes en Allemagne, voilà. Donc cette stratégie d'usure. L'autre stratégie, celle qui était employée par la rébellion et qui a échoué, eh bien ça a été en fait de pourrir aussi la vie des quartiers gouvernementaux, c'est-à-dire en leur disant, vous voyez, l'État est incapable d'assurer votre sécurité. Donc vous avez là un projectile artisanal, comme en ont été envoyés des milliers par les rebelles des quartiers Est sur les zones occidentales d'Alep. Donc c'est confectionné à partir d'une bouteille de gaz, mais évidée, remplie d'explosifs, et qui était envoyée de manière très artisanale par des canons artisanaux. Voilà, celle-ci n'a pas explosé. Il y en a des centaines qui sont encore au sol, non explosées. L'idée étant aussi de pourrir la vie des habitants. Moi, quand j'étais à Alep, l'eau était coupée depuis 3 semaines, et à Damas également. Donc la stratégie aussi, parce que les réserves d'eau, les réservoirs se trouvent évidemment en périphérie, les zones de production d'électricité se trouvent en périphérie, c'est d'attaquer, de couper l'eau, de couper l'électricité, de manière à montrer l'incapacité de l'État à assurer les services de base. Voilà. Donc voilà en quoi la ville syrienne, entre autres, a pu être un théâtre de guerre. Je vais conclure en disant
que tout se passe comme si la Syrie, utile, encore contrôlée par le gouvernement syrien, à peu près 70% de la population pour à peine 30% du territoire, coïncidait, évidemment, toutes choses égales d'ailleurs, avec le projet politique des années 2000, qui était celui d'une Syrie plus urbaine, plus littorale, ancrée dans la mondialisation, et évidemment sans l'activité économique. Le PIB syrien a été divisé par 10. Voilà. Cela dit, cette Syrie des métropoles sur laquelle tient encore le gouvernement syrien, c'est une Syrie où la verticale du pouvoir s'est considérablement affaiblie. Beaucoup de ces villes, de ces quartiers se défendent eux-mêmes. L'armée a renoncé à y aller. Donc ce sont des milices d'autodéfense loyalistes, loyales à l'armée, qui assurent cette défense. Et certains territoires, même loyalistes, ont un fonctionnement quasi auto-centré. Voilà. Et quant à la répression qui s'est exercée sur ces territoires ou sur les quartiers rebelles, eh bien, elle a en quelque sorte fait le tri entre ceux qui acceptent cet ordre injuste et ceux qui lui préfèrent le désordre juste, des zones tenues par les rebelles. Mais dans tous les cas, il s'agit d'un tri impitoyable, qui signifie pour certains Syriens, évidemment, qu'ils ne reviendront jamais chez eux et qu'ils seront remplacés dans les quartiers dans lesquels ils vivaient. Voilà. Bien, si vous voulez, nous allons passer aux questions. Oui, monsieur. On peut avoir le micro. Excusez-moi. Oui, bonjour, je suis professeur d'histoire en lycée, je m'intéresse particulièrement à la géopolitique. Il y a une chose que vous avez abordée, mais vous ne l'avez pas expliquée après, quand vous avez dit que le soulèvement a eu lieu de manière périphérique. Donc, je pense que c'est la ville de Deraa, qui est complètement au sud de la frontière jordanienne. Alors, du coup, j'aurais voulu que vous nous expliquiez pourquoi le soulèvement a eu lieu là, quelle population, est-ce que ça a encore un rapport avec la lutte des classes et les questions sociologiques ou pas. Et deuxième question, parce que vous n'en avez pas parlé, mais là, ce n'est pas forcément sur les villes, c'est que les Kurdes ont aidé le gouvernement à prendre Alep. Et moi, j'ai entendu des analyses sur France Culture, comme quoi les Kurdes ont toujours été entre guillemets, les arnaqués de l'histoire par les gouvernements, et que le rapprochement russo-turc allait encore lâcher les Kurdes, et que finalement, ils ont combattu pour Bachar el-Assad, et qui risquent demain de s'en mordre les doigts. Donc je voulais savoir si vous confirmiez ou pas la position des Kurdes. Merci beaucoup. Alors, effectivement, vous avez la carte sous les yeux, elle n'est pas très grande. Traditionnellement, on fait démarrer effectivement à la mi-mars, il y a quasiment 6 ans, les premières manifestations qui tournent mal à Deraa, qui se trouve donc sur la carte, à la frontière jordanienne. C'est une ville, c'est pas la campagne, c'est une ville, mais je vous ai dit que le clivage n'y portait pas sur forcément l'urbain et le rural. C'est une ville qui, à tort ou à raison, dont on peut aussi considérer, a plutôt à raison, parce que je suis à peu près sûr de ce que j'affirme, même si ce n'est pas le seul élément, on va voir, mais qu'elle a été abandonnée par le pouvoir central. Et ce qui est très frappant, c'est de regarder un petit peu plus à l'est de Deraa. C'est dommage, on n'a pas mis le nom de la ville. Vous avez Souaïda. Et donc, vous voyez la grosse tache bleue qui remonte vers Damas, c'est le peuplement druze. C'est là qu'est la majorité, enfin une bonne partie, en tout cas, c'est le berceau des Druzes syriens, c'est un cul-de-sac. Dans les deux cas, c'est un cul-de-sac. Mais les Druzes syriens, parce qu'il y avait une politique communautariste qui avait été menée déjà du temps d'Hafez, avaient un débouché naturel de leur production. C'est une région périphérique assez pauvre qui travaille beaucoup dans l'agriculture, notamment les vergers. Et son débouché naturel, c'était Damas. Donc ça aurait été du suicide économique que de se soulever. Et d'ailleurs, on voit très bien, moi je me suis rendu à Souaïda, les Druzes ont réussi à négocier, ils sont très habiles, un statut d'autodéfense. L'armée syrienne n'est pas présente dans la province de Souaïda. Ce sont les Druzes qui eux-mêmes assurent leur défense. Et on est tout près, là vous voyez la zone verte entre Deraa et cette zone druze, c'est Jabhat el-Nosra.
hein. C'est les djihadistes de Jabhat el-Nosra, mais qui ne commettent pas l'erreur d'aller chercher les Druzes, parce que les Druzes sont réputés être des combattants féroces. Voilà. Donc, dans un cas, vous avez une région qui ne se soulève pas parce qu'elle a des liens avec Damas, et que Damas savait très bien que... Et Damas s'appuie davantage sur les minorités, évidemment, contre les sunnites. Deraa, c'est une ville sunnite. Cul-de-sac, alors, il y avait quand même un peu de contrebande avec la Jordanie, hein, mais qui n'a pas du tout la même relation avec Damas. Bon, ça, c'est l'aspect, sociologique. Il faut rajouter à ça un aspect politique. Deraa, c'était un fief des frères musulmans syriens. On ne peut pas non plus enlever tout à fait ça du déclenchement de la révolte. Beaucoup d'habitants de Deraa sont partis faire le djihad, plus ou moins d'ailleurs avec la bénédiction de Damas, en Irak, après 2003, après l'invasion américaine. Deraa était assez connu pour ça. Voilà. Donc attention, hein, mon explication n'est pas... de toute façon, on ne peut pas expliquer par un seul facteur, mais là, vous voyez, ça fonctionne, ça se voit très très bien sur la carte, hein. La région d'à côté n'avait aucun intérêt à se soulever parce que c'était économiquement un suicide. Pour ce qui est des Kurdes, je suis pas loin de partager votre analyse. Effectivement, on le voit sur la carte d'Alep. Le quartier kurde qui se trouve au nord, Cheikh Maksoud. Vous voyez, Cheikh Maksoud, c'est le quartier kurde, a résisté, mais ça, ce sont d'autres logiques. Ce n'est pas des logiques urbaines, parce que ce sont souvent des Kurdes ruraux, hein, c'est pareil, c'est un peu les mêmes catégories de population en termes sociologiques que les quartiers Est, mais eux, ils sont kurdes, donc c'est différent. Ils se méfient des Arabes sunnites. L'accord russo-turc de cet été a pu faire croire effectivement que les Kurdes seraient le lot de consolation, ou en tout cas les grands oubliés. Actuellement, c'est assez étonnant ce qui se passe là à Al-Bab. Je ne sais pas si vous avez suivi, l'armée syrienne a fait sa jonction avec les Kurdes des Syrian Democratic Forces, mais qui sont en fait des Kurdes. Mais je pense quand même que vous avez raison, ce seront les grands oubliés une fois de plus. Enfin, ils vont être sacrifiés sur l'autel de la réelle politique pour des tas de raisons, mais qui font qu'il y a des plus gros qu'eux. Et la Turquie, notamment, n'acceptera pas un Kurdistan. Et Damas non plus. Et Damas n'en veut pas, ne veut pas d'un Kurdistan syrien. Permettez-moi tout simplement d'attirer votre attention que dans le monde arabe, on ne qualifie jamais les habitants des villages comme barbares ou sauvages. Les habitants des villages, on les appelle les bédouins. Et dans les zones rurales du monde arabe, assez souvent, si on fait les statistiques, très honnêtement, il y a beaucoup plus de personnes civilisées que dans les cités. Quand on essaie de penser aux poètes, aux philosophes, aux penseurs, il y a beaucoup plus de philosophes, de penseurs et de philosophes dans les zones rurales que dans la cité. Non, juste pour vous dire, c'est pas moi qui pense ça, hein. C'est arabe, ça n'existe pas cette qualification. Vous parlez de bédouin, pareil, le badou en arabe, c'est très ambivalent. Badou et al-Badia. Oui, il faut maîtriser la langue arabe pour pouvoir donner un sens au mot bédouin. D'accord, mais vous savez bien qu'il est très ambivalent ce terme de bédouin. Bédouin, c'est à la fois quelque chose de tout à fait, ça peut être très positif parce que ce sont les valeurs de la badia, de l'arabe en fait, mais en même temps, bédouin, ça peut être très péjoratif selon les exceptions, selon les contextes. Donc c'est un petit peu la même chose peut-être pour vous, ce que vous disiez sur les campagnes, les habitants des campagnes. Voilà. En tout cas, je ne m'approprie pas ce clivage, hein. Mais vous avez raison, il y a une ambiguïté et ça ne marche pas forcément tous les coups. Là, sur la gauche, on a deux questions, au fond et puis après au premier rang. Oui,
Bonjour. Alors, je vous remercie pour votre intervention très intéressante. Alors, j'avais moi aussi peut-être 2 questions qui s'éloignent un peu de la ville, mais qui concernent le conflit syrien, c'est-à-dire en fait un peu de prospective pour l'avenir. Moi, j'ai des amis syriens notamment qui vivent en France depuis longtemps, qui retournent souvent en Syrie en passant par le Liban, etc., et qui sont assez pessimistes sur l'avenir de la Syrie, qui voient finalement un avenir de balkanisation. Et est-ce qu'on va vraiment vers cette balkanisation, fragmentation de la Syrie en plusieurs zones, un peu dans l'esprit de ce qu'avait fait, je pense que vous connaissez donc Ralph Peters, le néoconservateur américain, qui a un peu une stratégie américaine à l'œuvre, on le voit, y compris en Irak depuis 2005-2006. Ça, c'est ma première question. Et puis, dans les facteurs déclencheurs de la révolte, je ne sais jamais quelle est la part aussi des enjeux pétroliers, notamment des différents projets de construction de pipelines, soit en provenance d'Iran, soit en provenance au contraire d'Arabie, en débouchant sur le Liban. J'avais entendu que ça avait pu jouer également un rôle. Alors, concernant la cantonisation, la balkanisation de la Syrie, bon, je ne crois pas que j'ai beaucoup de temps, donc je pourrais en parler pendant 2 heures. Rapidement, j'ai donné une interview qui paraîtra demain au Figaro où j'en parle un petit peu. Bon, d'abord, je ne suis pas devin. Je n'ai pas apporté ma boule de cristal. Ce qui est sûr, c'est que je l'ai dit, je crois, dans mon exposé, on a assisté quand même à un affaiblissement, le mot est faible, de la verticale du pouvoir et une dissémination de l'outil militaire qui fait que les potentats locaux, qu'ils soient rebelles ou d'ailleurs loyalistes, réclameront une forme de pouvoir. Au-delà, si vous voulez, de plans internationaux, comme la carte de Ralph Peters, et l'idée d'un Sunnistan. Je ne crois pas qu'il y aura un Sunnistan à l'est de la Syrie. Je crois d'ailleurs que les opérations actuelles des Russes, la reprise de Palmyre, qui n'est pas un objectif stratégique évidemment, mais où les Russes ont des projets, notamment d'une station d'écoute très importante, doivent, je pense, écarter cette idée qu'on aura, sous administration américaine, c'est très à la mode aux États-Unis, une espèce d'Est syrien sous protectorat américain. Je ne crois pas du tout. S'il est sous protectorat, ce sera plutôt sous protectorat russe, à mon avis. Mais ça ne va pas... Voilà. Alors maintenant, sur les formes politiques que prendra la Syrie, vous avez actuellement trois thèses qui s'affrontent. Celle des Russes qui veulent plus de fédéralisme. Les Russes, ils sont dans un modèle fédéral, évidemment. En plus, ils ont ils ont l'expérience de Kadyrov en Tchétchénie. Je pourrais développer aussi, mais vous voyez à quoi je fais allusion. D'ailleurs, les Tchétchènes de Kadyrov sont présents. Je les ai vus à Alep, je les ai vus à Damas aussi. Ils sont là. Vous avez l'option iranienne qui veut une réforme de la Constitution dans un sens plus parlementariste, plus parlementaire. Et puis vous aviez l'option des Syriens qui refusent les 2 autres options et qui, à mon avis, et même j'ai vu une étude de la Brookings qui l'admettait, qui sont peut-être ceux qui sont les plus proches de la réalité de ce qu'il faut pour la Syrie. C'est-à-dire que la Syrie ne peut pas être gouvernée. C'est un peu comme la France, si vous voulez, d'une certaine manière. Le centralisme, la centralisation, c'est un fait de l'histoire. C'est très difficile de décentraliser. En France, on l'a vu. Et il y a un très fort nationalisme des élites et même des Syriens qui fait que ça va être difficile. Voilà. Mais je ne peux pas vous en dire plus. Et votre deuxième question sur les oléoducs, bon, je crois pas, je crois décidément pas qu'on puisse expliquer le conflit syrien par les oléoducs, même si il ne faut pas tomber dans l'excès inverse. Je ne dénie pas que ça ait pu jouer. Et que les enjeux énergétiques, alors c'est pas tellement des enjeux de réserve, mais c'est plutôt des passages, comme vous l'avez dit. Mais je pense pas que ce soit l'essentiel. Voilà. Je ne sais pas si on a le temps d'une dernière question. Non, on n'a pas le temps. Oui, alors dernière question, madame. Oui, je voulais revenir sur le concept de Syrie, donc utile et versus inutile, mais avec tous les guillemets, là on l'a bien compris au travers de votre exposé. Finalement, c'est un vrai concept ou c'est un élément de propagande qui a été tiré proposé par Bachad? Et est-ce que derrière ça, ça ne risque pas de compliquer les négociations futures qui
pourront arriver un jour où finalement, si lui-même reconnaît que la Syrie n'est pas un État en soi, qu'il y a une Syrie utile et inutile, est-ce qu'il ne se tire pas, une balle dans le pied? Et ça vient d'où, ce concept, Non, entre guillemets? Ça vient pas de Bachar al-Assad, je crois pas. Non, je crois que c'est une commodité de langage qu'on a utilisée, qu'on a vu dans la presse. Non, c'était juste une commodité de langage pour décrire cette stratégie qui a été celle des premiers. Alors ça, pour le coup, c'est une stratégie, mais plutôt militaire et politique, qui a été effectivement au départ d'abandonner tous les territoires dont l'État syrien savait qu'il ne pourrait pas les tenir, sauf à subir des pertes importantes, et de se recentrer sur, et c'est nous qui avons appelé ça la Syrie utile, mais la Syrie utile pour cette stratégie militaire et politique. Maintenant, elle a besoin de l'autre Syrie, et là on parle encore uniquement d'aspects spatiaux, parce qu'on ne voit pas des gens, évidemment. Donc, non, c'était une commodité de langage, je pense. Évidemment, c'est pas très élégant, c'est vrai, parce que qui dit Syrie utile ou Syrie inutile dit aussi qu'il y a des Syriens utiles et des Syriens inutiles. Bon, il y a eu un peu de ça. C'est que les Syriens inutiles, c'est ceux qui ne reviendront jamais. C'est-à-dire que s'ils n'acceptent pas cet ordre, ils ne reviendront pas. Et de toute façon, les gens occuperont leur quartier ou leur maison, ils ne pourront jamais revenir. Merci à tous et à toutes, et merci surtout à Frédéric Pichon.